L'état de droit est un concept fondamental dans l'Occident moderne, en particulier aux États-Unis. En fait, mon invité d'aujourd'hui qualifie les États-Unis de nation la plus procédurière au monde et se demande pourquoi, alors qu'à l'intérieur du pays, l'état de droit revêt une dimension presque religieuse. Sur la scène internationale, les États-Unis et les nations occidentales en général se comportent comme si les règles n'étaient faites que pour les autres. J'ai de nouveau avec moi Ali Borhani, stratège géopolitique et auteur de The Future Early sur Substack. Ali, bienvenue à nouveau. Ali, welcome back. Ravi d'être avec vous. Well, thanks for coming online again. Eh bien, merci d'être venu parmi nous. Nous avions dit que nous voulions discuter de ce sujet dont vous avez justement parlé sur votre Substack, et je recommande à tout le monde d'aller y jeter un œil aussi. Des règles pour moi, mais pas pour toi. Comment interprétez-vous ce syndrome que manifestent les États-Unis? Tout d'abord, c'est merveilleux d'être de retour dans Neutrality Studies, à un moment où cet esprit procédurier est pleinement visible. Au moment même où nous parlons, le président Trump poursuit la BBC en justice pour un extrait de discours mal monté. Cette idée me préoccupe depuis longtemps. Mais pour donner un peu de contexte et d'arrière-plan sur les procès et l'esprit de litige, j'ai été choqué d'apprendre que chaque année, il y a environ 50 millions d'affaires judiciaires aux États-Unis. 15? 1,5? Non, 5-0. 5-0? Oui, 5-0. Chaque année, il y a 50 millions de procès aux États-Unis, soit l'équivalent de toute la population de l'Espagne se retrouvant au tribunal comme plaignant ou défendeur. Le contentieux dans son ensemble représente environ 2 à 3% du PIB américain, croyez-le ou non. C'est stupéfiant. Cela signifie qu'une personne sur 6 ou 7 aux États-Unis est impliquée dans une forme de litige. Quand on y pense, on se rend compte que cet esprit est profondément ancré dans le pays. Et pourtant, en matière de responsabilité mondiale, il m'étonne que les États-Unis n'aient pratiquement jamais été, à ma connaissance, une partie adverse dans une affaire internationale. Il existe même des cas à l'intérieur du pays, Pascal. La célèbre affaire du café McDonald's, où une femme a acheté un café trop chaud et a poursuivi la franchise. Ou encore l'histoire du cambrioleur qui s'introduit dans une maison, se blesse, puis poursuit le propriétaire. Ainsi, les États-Unis ne sont pas étrangers au litige. Mais lorsqu'il s'agit de responsabilité mondiale, c'est un paradoxe. Ils y ont échappé. Ou peut-être que presque personne n'a jamais poursuivi les États-Unis en justice. Et c'est quelque chose qui me préoccupe, tout cet esprit d'intervention et de guerre sans fin, de changement de régime, d'opérations secrètes, et désormais ouvertement assumées, comme avec le Venezuela, dont nous parlerons. Et le fait que personne ne dise « Hey, États-Unis, mon ami, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te traîner en justice. » Tout a commencé en 1953 en Iran, le renversement de Mossadegh et du gouvernement démocratiquement élu là-bas. Et à partir de là, cela s'est étendu jusqu'au Guatemala. Les opérations secrètes, soutenues par les intérêts de la United Fruit Company, puis à Cuba, où ce fut un échec, ensuite en Bolivie avec Che Guevara, puis au Chili, en Équateur, au Venezuela, et maintenant au Brésil, dans le cadre des interventions des années 1970 en Amérique latine. Mais maintenant, tout est révélé. Il n'y a plus de faux semblants du genre. Nous essayons simplement d'apporter la démocratie. Non. Nous allons envoyer le navire de guerre, et si nous ne sommes pas satisfaits, nous renverserons le régime. Les voiles de l'empereur sont tombés. Et cela soulève cette question. Ne devrait-il pas y avoir une responsabilité pour avoir changé le cours de l'histoire des nations? Où en sommes-nous concernant ces interventions passées et ce qui refait surface de temps à autre?
là où, comme les États-Unis l'ont reconnu ouvertement, par exemple, dans le cas de l'Iran et du renversement de son régime. Ce n'est donc pas un mythe. C'est un aveu public de Madeleine Albright qui a déclaré « Oui, nous avons renversé le régime en 1953. De mauvaises conséquences, certes, mais tout de même. » C'est donc là, je pense, que réside le fondement de mon article, dans l'exceptionnalisme. Oui. Donc, le fait est que cet exceptionnalisme règne et que l'impunité règne dans la sphère internationale. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait jamais eu de procès. Je veux dire, le plus célèbre est probablement celui du Nicaragua contre les États-Unis, dans lequel le Nicaragua a effectivement traîné les États-Unis devant la Cour internationale de justice à propos de l'affaire des contrats et du soutien américain à un renversement de régime au Nicaragua. Et en réalité, beaucoup de choses n'étaient pas idéales dans cette affaire, y compris certaines décisions, mais la Cour a tout de même établi qu'une certaine responsabilité devait être assumée, n'est-ce pas? De tels cas devant les tribunaux internationaux sont rares. Nous en avons actuellement un, à nouveau, contre Israël, et de temps en temps aussi contre les États-Unis. Mais dans l'ensemble, ils sont très peu fréquents. Et les conséquences sont plus que douteuses, car la CIJ, bien sûr, pour mettre en œuvre une décision, a besoin du Conseil de sécurité si les parties ne le font pas elles-mêmes. Et bien sûr, au Conseil de sécurité, il y a les États-Unis. Mais en même temps, nous avons des tribunaux américains locaux, nationaux. Savez-vous pourquoi il n'y a pas d'action collective intentée contre le gouvernement américain par des groupes d'intérêt américains? Je pense, pour être honnête avec vous, que l'exemple que vous avez évoqué est un cas très isolé. Dans la majorité des cas, c'est les États-Unis contre le reste du monde, et les États-Unis prennent les devants. Vous savez, c'est comme, encore une fois, pour être honnête avec vous, si l'on veut employer une métaphore, comme un cambrioleur qui s'introduit dans une maison, se blesse, puis poursuit le propriétaire. Le comportement des États-Unis a toujours relevé de l'exceptionnalisme, d'Hiroshima à Nagasaki, de la campagne de choc et d'effroi en Irak à l'opération Midnight Hammer. Il n'y a aucun sentiment que quoi que ce soit de tout cela soit mal. Et je pense que les nations, seules, ont très peu de marge de manœuvre ou de capacité pour agir efficacement, individuellement, contre les États-Unis. Mais là où nous en sommes arrivés, Pascal, c'est que je pense qu'il y a un malaise mondial croissant face au comportement des États-Unis, aussi bien parmi les alliés que parmi les adversaires. Et c'est pourquoi je pense qu'une action collective mondiale n'a pas pour but de forcer les États-Unis à payer une compensation. Ce n'est pas simplement, tu sais, « Hey, venez nous payer ». Voici un autre chiffre pour toi et ton public. Il y a environ 3 millions d'accidents de voiture chaque année qui entraînent des blessures cervicales par coup du lapin aux États-Unis. L'indemnisation moyenne pour une blessure au cou ou un coup du lapin est d'environ 20 000 $. Cela varie entre 10 000 et 50 000 $. Multiplie cela et on arrive à environ 60 milliards de dollars d'indemnisation pour des blessures de ce type chaque année aux États-Unis. N'est-ce pas? Vous appliquez 70 ans d'ingérence, une sorte de délit de fuite géopolitique, en renversant des régimes et des gouvernements à travers le monde, et tout cela représente environ 4,2 billions de dollars en compensation. Il ne s'agit pas seulement d'une réparation financière, il s'agit d'établir de meilleures règles de conduite. C'est une façon de dire « Hey, États-Unis, vous intervenez et renversez un régime ». Mais il y a bien plus que cela. Ce n'est pas seulement que vous changez un gouvernement. Les répercussions durent des décennies. Cela affecte des millions de personnes. Vous savez, il y a eu un cas aux États-Unis lorsque le pays a poursuivi le Canada entre 1938 et 1941. Cela s'appelait l'arbitrage du smelter, au cours duquel les émissions de soufre du Canada étaient rejetées aux États-Unis.
et ces derniers ont invoqué un préjudice environnemental et tenu le Canada pour responsable. Il existe donc même des précédents à ce niveau, du genre « Hey, tu es venu et tu as endommagé mon environnement. En tant qu'État-nation, tu dois être tenu responsable, même si tu es mon voisin et ami, le Canada. » Alors, que devient toute cette empreinte d'émissions provenant des guerres et des opérations de changement de régime? Nous sommes à l'aube de la COP30 et de l'ère climatique, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas seulement que les États-Unis sont venus renverser Mossadegh, puis il y a eu l'ère du Shah, ensuite la Révolution, et enfin 8 années de guerre avec l'Irak que les États-Unis soutenaient directement. Ce sont des opérations qui s'étendent sur des décennies et qui laissent des cicatrices permanentes dans la psyché de millions de personnes. Ainsi, pour une nation qui est tellement, vous savez, attachée au litige et à l'état de droit, et qui est tellement engagée que le président Trump, au cours des 4 derniers jours, a déclaré « J'ai l'obligation de poursuivre la BBC pour un extrait, n'est-ce pas ?» Les autres nations ne devraient-elles pas avoir, elles aussi, l'obligation de s'unir en tant que Sud global, en tant que communauté majoritaire mondiale? Parce que, prises isolément, elles n'ont aucune chance. C'est impossible. Le BRICS+, le Sud global, ne devrait-il pas dire « Voici la liste de nos griefs ». Pouvons-nous l'associer à un dialogue dans lequel les États-Unis au moins visualiseront ce qu'ils ont fait au cours de notre destin, de notre histoire et de notre population? Oui, je suis d'accord avec toi. La question est de savoir quel tribunal aurait réellement compétence. Pour le moment, malheureusement, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il existe des précédents, vous savez, et des alignements qui se dessinent. Cela me rappelle cette conversation à propos de Tina. Il n'y a pas d'alternative au dollar, n'est-ce pas? Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'autre option que la voie de l'ONU et tout cela. Mais je pense que, avec les mouvements pour la justice climatique que nous voyons, c'est encore très vivant. Si vous regardez ce qui s'est passé hier à la COP30, des gens sont venus et ont dit « Nos forêts ne sont pas à vendre ». Si vous examinez les avis consultatifs de la CIJ, comme vous l'avez justement mentionné, sur les fonds pour pertes et dommages dans le cadre de l'accord de Paris, et je pense, vous savez, aux contentieux stratégiques devant les juridictions internationales et nationales, il ne manque pas de cabinets d'avocats américains très compétents qui, j'en suis sûr, s'en saisiraient. Je veux dire, croyez-moi, si quelqu'un doit s'en charger, ce sera un cabinet d'avocats américain ou un avocat américain, ou je dirais, un arbitre civiquement engagé et orienté vers le contentieux. Vous voyez, parce que cela ne se produira pas dans les tribunaux de Delhi, ou je ne sais pas. Non, ce serait aussi la manière la plus efficace d'utiliser réellement le système judiciaire américain pour cela. Mais je suis presque sûr qu'il y a quelque chose dans les règlements des États-Unis qui empêche cela. Parce qu'en théorie, qu'est-ce qui empêcherait une victime irakienne d'une bombe à sous-munitions américaine de poursuivre l'armée qui a largué cette bombe sur elle, n'est-ce pas? Mais je suis presque sûr qu'il existe quelque part, dans les règlements américains, un paragraphe qui dit « Au fait, les actions menées par l'armée ne peuvent pas être utilisées dans des procès contre le gouvernement des États-Unis. » Quelque chose comme ça, probablement, non? Eh bien, tu as tout à fait raison, car il existe ce texte de loi codifié, le Foreign Sovereign Immunities Act des États-Unis de 1966, ainsi que le State Immunity Act du Royaume-Uni de 1968, qui stipule qu'un État souverain ne peut normalement pas être poursuivi devant les tribunaux d'un autre État sans son consentement. Et c'est tout simplement stupéfiant. En gros, c'est comme dire qu'en principe, un cambrioleur pourrait déclarer à l'avance que tu ne peux pas le poursuivre s'il s'introduit chez toi, dans ton propre tribunal, dans ton propre quartier, n'est-ce pas?
Mais cela ne retire pas la responsabilité. Et je veux être clair, Pascal, il ne s'agit pas seulement de représailles. C'est une question d'impact générationnel pour la crédibilité des États-Unis. C'est une nation de 350 millions d'habitants dans un monde d'environ 8 milliards qui doit coexister. Ce n'est donc pas seulement une question de conscience, mais aussi de crédibilité pour la génération Z. La responsabilité incombe également, à mon avis, à la prochaine génération de se demander quel genre de monde héritons-nous de nos décideurs, de nos politiciens, de notre Congrès. Mais pour être honnête avec vous, non. Il n'existe aujourd'hui aucun tribunal capable de traiter cette question. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devrions pas la poser. Non, vous avez tout à fait raison. Ces nations ne devraient pas simplement se réunir et dire « D'accord, vous retournez à l'armée ». Et je ne veux même pas aller dans cette direction, tu sais. L'uranium appauvri, Fallujah, l'Irak, et la Little Boy larguée sur Hiroshima, ainsi que la Fat Man larguée sur Nagasaki. Les noms eux-mêmes sont tout simplement stupéfiants, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet. Je veux dire, regarde Pinochet. On cherchait à l'extrader. Donc oui, il y a eu toute cette querelle entre l'Espagne, le Chili et le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni était un grand protecteur de Pinochet à l'époque de Thatcher et tout ça. La question clé ici est quel a été le rôle des États-Unis dans l'affaire Pinochet et le renversement d'Allende? Tout cela ne concerne pas forcément les forces armées. Il s'agit aussi d'opérations clandestines. Mais quand ils viennent le reconnaître, c'est tout simplement stupéfiant. Non, tu as raison. Le fait est que nous avons construit des institutions capables de limiter l'usage de la violence à l'intérieur de nos États. Et ces institutions ont été relativement efficaces. Oui, des violations de la loi se produisent, et oui, la violence existe encore. Mais dans l'ensemble, nous avons trouvé des moyens, du moins aux États-Unis, où l'état de droit et la possibilité de recourir à la justice sont des éléments très importants de cet équilibre. Mais nous n'avons pas encore trouvé comment faire cela à l'échelle mondiale pour les 8 milliards de personnes. Donc, en un sens, si nous parvenions à permettre aux victimes de violences à l'étranger d'avoir accès aux tribunaux du pays qui a infligé les dommages, eh bien, cela changerait la donne. Et ce serait en réalité une manière efficace de changer la donne, car le système existe déjà, il est déjà en place, et nous savons déjà qu'il fonctionne. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, comme tu viens de le dire. Alors la question est, comment l'ouvrir? Eh bien, je pense qu'il existe aussi des précédents à cela. Si vous vous souvenez, après que l'Irak a occupé le Koweït, les tribunaux internationaux ont contraint l'Irak à mettre en place un programme d'indemnisation pluriannuel pour verser 52 milliards de dollars aux Koweïtiens. Mais ce sont des tribunaux internationaux. Ce n'est pas un tribunal national. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il existe même des précédents. Par exemple, quand on vient occuper un pays, non? Ou quand on attaque un pays, on doit verser des compensations. Alors pourquoi cela ne s'applique-t-il pas de la même manière quand c'est une grande puissance qui attaque une petite nation? Parce que ce sont eux qui doivent ramasser les bombes. C'est très triste et c'est décevant. Je sais, mais Les États-Unis ont même une loi qui leur permet, sur leur propre territoire, d'aller jusqu'à envahir la haie si nécessaire. Si jamais un citoyen américain ou un allié était détenu par la CPI, réellement incarcéré par la CPI. C'est à quel point les lois nationales des États-Unis vont loin pour protéger leur capacité à projeter leur puissance à l'étranger. Je vous entends, mais je pense que nous entrons dans un monde multipolaire. L'ère de l'après-guerre froide est terminée. Et je pense, vous savez, comme l'a dit Martin Luther King,
qu'il est toujours temps de faire ce qui est juste. Donc je pense que le moment compte aussi. Il n'y a pas de faux semblants, comme je l'ai dit. Quand les États-Unis envoient des navires de guerre au large du Venezuela et disent « Nous sommes ouverts », même les alliés grimacent et se demandent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je veux dire, il y a eu le cas du Canada, vous savez, du Groenland. Donc je pense que le moment est bien choisi, et c'est l'un des éléments. Et encore, revenons à l'environnement et à la COP30, en plein déroulement. Beaucoup de ces opérations ne concernent pas seulement l'enfant amputé, ou vous savez, la question des villes érodées et des centaines de milliers de maisons et d'usines, etc. Il s'agit de la dégradation des sols. Il s'agit, vous savez, des climats et des températures dans les régions méridionales du Golfe Persique et dans le sud de l'Iran et de l'Irak. Là où toutes les zones humides ont disparu, où toute la biodiversité a disparu. Les températures pendant les mois d'été de juillet et d'août dépassent les 50 degrés dans certaines villes. 50 degrés. 50 degrés Celsius, pardon, 50 degrés Celsius, au-dessus de 50 degrés. Une augmentation de, vous savez, 4 degrés et demi, 5 degrés au cours des 20 dernières années. C'est stupéfiant. Et quand on parle avec des gens bien informés, ils disent « Oui, bien sûr, l'environnement a été malmené, dénaturé. Vous savez, la contamination des sols. » Ensuite, il y a les réfugiés et les migrants à cause de tout cela. Puis ils arrivent sur les côtes de l'Europe dans des canaux et des bateaux, et oh mon Dieu, tous nos maux sont attribués aux réfugiés qui arrivent. Mais nous ne remontons pas à la source pour demander quel est l'impact de ces actions. Comment cela nous affecte-t-il collectivement? Vous savez, les organismes génétiquement modifiés, les organismes d'ingérence géopolitiquement modifiés, ce n'est pas bon pour notre santé. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est justement pour cela que nous devons trouver des solutions à ce problème. Mais dès que des actes de violence ou des actes de dégradation écologique franchissent les frontières, dès qu'ils atteignent le niveau international, ils deviennent beaucoup plus difficiles à traiter par les tribunaux. Bien que, à petite échelle, il existe des moyens de le faire. Je veux dire, nous avons en réalité des moyens de traiter avec des entreprises internationales, n'est-ce pas? Grâce au système de traités créé, aux options de contentieux disponibles dans différentes juridictions, y compris des concepts comme la compétence universelle, où un État peut, s'il y a une entité sur son territoire, même si l'acte n'y a pas été commis, engager des poursuites contre cette entité s'il est établi qu'il s'agit, par exemple, d'une question universelle de droits humains. Mais il devient beaucoup plus difficile de faire cela avec des gouvernements. Par exemple, vous résidez au Royaume-Uni. Savez-vous s'il existe des cas où des groupes locaux ont intenté une action contre un autre État au sein du Royaume-Uni? Je veux dire, vous savez, il y a par exemple le cas des réparations coloniales pour les Momo, où le Royaume-Uni a versé une somme symbolique d'environ 20 millions aux victimes de torture au Kenya. Je veux dire, certains de ces montants sont même une plaisanterie. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ou, comme je l'ai dit, le cas du Royaume-Uni, ou celui de l'ONU concernant l'Irak et le Koweït. Je ne le connais pas en détail, mais je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de cas similaires parmi les alliés occidentaux ou les États vassaux, car ils font partie de l'ensemble des spectateurs, vous voyez. Donc ce n'est pas comme si je disais que l'Irak, en particulier, relevait uniquement des États-Unis. Non, c'était aussi un effort collectif. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons passer de la culpabilité à la responsabilité. Et quand on réfléchit à cette idée de terrorisme, que le terrorisme est horrible, qu'il s'agit de l'usage de la force et de la coercition pour imposer un changement politique, oui, c'est horrible, à mon avis. Mais alors, le changement de régime est, selon moi,
la forme la plus institutionnalisée de terrorisme. Oui, parce que c'est fait sous un drapeau, vous voyez. J'arrive et je dis, d'accord, c'est... Et cela m'amène à quelque chose dont j'aimerais parler un peu avec vous. Toute l'idée de la santé mentale. En particulier, au cours du dernier quart de siècle, c'est devenu un problème croissant. Surtout parce que de jeunes hommes et femmes, dans toute leur innocence, sont envoyés sur ces champs de bataille. Ils reviennent avec un trouble de stress post-traumatique et ils deviennent des cicatrices pour leur nation. Les États-Unis et tous les pays occidentaux qui se sont lancés dans ces aventures. Mais nous oublions que le trouble de stress post-traumatique n'appartient pas seulement aux anciens combattants qui rentrent chez eux. Il concerne aussi les personnes qui ont subi ces agressions pendant des générations. Ce n'est pas seulement un trouble de stress post-traumatique, mais aussi un trouble de stress pré-traumatique. Lorsque les États-Unis brandissent leur arrogance comme une épée de Damoclès, en disant « Nous pourrions vous frapper, nous pourrions vous attaquer, nous pourrions vous anéantir », avec des campagnes de choc et d'effroi, les niveaux de cortisol dans le corps humain doivent atteindre des sommets. S'il existait un moyen, grâce à l'intelligence artificielle, de mesurer la décharge de cortisol provoquée par les politiques ouvertes et secrètes de l'Amérique, on pourrait simplement dire « Vous avez endommagé ma santé mentale, États-Unis d'Amérique ». Alors, à cause de ça, oublie l'armée. Santé mentale, je t'emmène au tribunal. Parce qu'aux États-Unis, même jusqu'à il y a environ 1 an et demi, avant le second mandat de Trump, ils organisaient des formations sur les microagressions. Pour le personnel, qu'est-ce qu'une microagression sur le lieu de travail? Si tu poses cette question, si tu te comportes de cette manière, tu pourrais blesser les sentiments de ton collègue. Donc tu pourrais faire l'objet d'un blâme ou, tu sais, d'une discussion avec les ressources humaines. Comment une nation qui se préoccupe autant des microagressions dans les institutions financières et les entreprises américaines peut-elle avoir des macroagressions dans le monde entier? Et n'avoir aucun recours. Eh bien, vous savez, c'est un cas où l'on dit « assez avec l'exceptionnalisme ». Nous sommes un organisme universel et nous devons travailler ensemble. Ce sont le genre de choses que j'aime aborder dans le cadre d'un dialogue. Vous savez, il n'est pas nécessaire que cela se transforme en affaire judiciaire dès demain. Tu as raison à ce sujet. Tu as tout à fait raison. La question est, et jusqu'à présent, personne n'y a répondu, comment construirions-nous cela? Comment forcerions-nous le système judiciaire américain et le système judiciaire européen à s'ouvrir aux victimes d'agressions extérieures? Je veux dire évidemment, la réponse passerait par un acte parlementaire. Non? Je veux dire, le Congrès aux États-Unis, la Chambre des communes et la Chambre des lords au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Ils devraient adopter une loi qui dirait en substance « Nous reconnaissons par la présente que nos tribunaux peuvent être utilisés pour la réparation des populations étrangères. » Eh bien, cela n'arrivera pas, car les personnes occupant ces postes savent parfaitement que cela priverait leurs États de la capacité de régner en toute impunité, car c'est ce qu'ils veulent. Certains plus, d'autres moins. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'une institution affaiblisse son propre pouvoir, sa propre liberté de faire ce qu'elle veut. Alors, la question pour nous les petits sur le terrain, même dans les démocraties et ailleurs, est la suivante. Comment lancer le processus qui forcerait ce changement? Je pense que, comme pour beaucoup d'autres choses, il s'agit toujours de mettre la pensée, l'idée et la question sur la table. Beaucoup de ces choses, à mon avis, ressemblent au financement participatif. Et avec le financement participatif, je pense que nous avons besoin d'un financement moral. Nous avons besoin, selon moi, d'un registre mondial des responsabilités qui examinerait les agressions passées,
et même celles encore en cours. Je veux dire, certains de ces documents sont publiés, divulgués et déclassifiés. Donc c'est là accessible. La question clé est si l'on commence ne serait-ce qu'en Amérique latine, sans parler du reste du monde. Je veux dire, si l'Amérique latine est un continent, et je ne parle pas de l'Argentine, mettons l'Argentine de côté, pour dire, mon ami, tu es notre voisin du Nord, tu as vraiment abîmé notre coin du quartier. Et si l'affaire de la fonderie canadienne fait jurisprudence, pouvons-nous avoir un dialogue? Une fois que c'est en place, si l'on dispose d'un mécanisme, disons pour aller de l'avant, toute ingérence qui surviendrait devrait donner lieu à une compensation rétroactive. Ce serait au moins une forme de mécanisme pour prévenir certains de ces actes. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on ne peut pas proposer des formations sur ce que j'appelle les microagressions, tout en étant soi-même le pivot et le roi des microagressions, sans être tenu responsable. Ça ne tient pas. Ça ne tient tout simplement pas. Non, Ali, le problème c'est qu'il vole. C'est exactement ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas. Il ne devrait pas voler. Mais il le fait. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que, tu sais, comme pour tout le reste, il y a ce facteur d'un modèle alternatif. Donc maintenant, même si nous n'aimons pas la Chine dans tous ses aspects, et la Chine a aussi ses propres handicaps, il y a une grande puissance qui rivalise non seulement sur la route avec BYD et Tesla, non seulement avec DeepSeek et OpenAI, mais qui propose aussi une initiative mondiale pour la sécurité, une initiative mondiale pour la civilisation, n'est-ce pas? Ainsi, le monopole de la lumière éclatante sur la colline vacille. Il y a une autre lumière vacillante quelque part, que le Sud global observe en se disant « Oh, c'est intéressant ». Donc, dans le cadre de cette initiative pour la sécurité mondiale, de l'initiative pour la civilisation mondiale, il y aurait des mécanismes, n'est-ce pas? Ou des espaces qui diraient, mon ami, voici ton bilan et ton registre pour le désordre que tu as créé au cours des 70 dernières années. À l'avenir, toute ingérence sera traitée comme telle, et il devrait y avoir un recours pour l'ensemble des communautés et des nations du monde. Donc oui, je pense que, vous savez, placer automatiquement la compétence de la CIJ dans le cadre de l'adhésion à l'ONU a du sens. Si tu es membre, tu ne peux pas dire « je suis conditionnel, je viens au club ». Vous savez, il y a des clubs à Londres qui ne vous laissent pas entrer sans cravate ni veste. Heureusement, c'est déjà le cas. Je veux dire, tout membre peut saisir la CIJ et la CIJ peut examiner ses affaires. Le problème, c'est l'exécution. Car si le pays reconnu coupable ne se conforme pas à la décision de la CIJ, alors la CIJ peut transmettre l'affaire au Conseil de sécurité et dire « Conseil de sécurité, vous êtes le seul organe de l'ONU ayant le droit d'utiliser la force. Veuillez faire appliquer la décision. » Et là, nous avons le droit d'étudier des 5 puissants, les CIJ. Et je pense que ces 5-là sont à bien des égards, vous savez, même s'ils peuvent, en apparence, avoir leur propre dynamique, il y aura toujours de la place et des opportunités en fonction des réalités du moment. Je veux dire que l'Inde fasse partie d'un groupe permanent de 5, que le Royaume-Uni doive se retirer ou céder un siège. Tout cela, qui peut le dire? Mais n'oublions pas que nous sommes le produit de l'évolution, le produit du développement. Si Rosa Parks ne s'était pas levée dans ce bus, nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui. Si Martin Luther King ne s'était pas exprimé, la ségrégation aurait peut-être perduré. Les idées comptent donc. J'ai entendu un jour quelque chose de vraiment intéressant. Les petites gens parlent des autres, les gens moyens parlent des événements, et les grandes personnes parlent des idées. C'est pourquoi les études sur la neutralité constituent un bon forum pour tout le monde. Et je lance simplement cela comme une sorte de recours collectif mondial contre les États-Unis.
Si j'avais la solution, j'aurais commencé en 1953 avec Mossadegh. Mais je pense que nous en sommes arrivés au point où il faut dire rétrospectivement, voici le bilan. Voici votre dette de carte de crédit, ou le manque de crédit, que vous avez accumulé à travers des coups d'État, des opérations, et ainsi de suite. En avançant, le taux d'intérêt explose. Vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les constitutions de nombreux États occidentaux contiennent en réalité, dans une très large mesure, des droits des citoyens contre l'État, afin de s'assurer que ce morceau de papier, ces règles fondamentales de la société, garantissent que l'État ne puisse pas simplement écraser le peuple, n'est-ce pas? Et les États-Unis font partie de ces constitutions. Un autre exemple est la loi fondamentale allemande. Ils ne l'appellent pas une constitution, mais une loi fondamentale, qui inclut essentiellement des éléments importants, affirmant « Non, il y a des choses que l'État ne peut pas faire ». Et l'individu a en réalité le droit de se défendre contre l'État, n'est-ce pas? Donc, et bien sûr, toute cette partie relative au litige, etc., repose ensuite sur l'idée que non, 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 non. Je veux dire, tu peux même aller poursuivre ton gouvernement en justice si tu as été maltraité. Parce qu'au fond, le gouvernement n'est pas un roi qui règne sur toi. C'est une administration qui, par la grâce de ta propre autorité, de ton propre pouvoir, cherche ensuite à instaurer l'ordre. Mais s'ils font quelque chose de mal, tu peux les poursuivre. Nous n'avons jamais rouvert cela vers l'extérieur. Je ne te demande pas de résoudre ce problème, mais peut-être aussi pour les personnes qui écoutent. Quelle serait la manière de l'ouvrir vers l'extérieur? Quelle serait la manière de s'assurer que Palantir puisse être poursuivi pour les membres que leurs engins de destruction ont arrachés à des gens dans des contrées lointaines? Parce que cela changerait complètement le calcul de ce fichu complexe militaro-industriel. Eh bien, l'ironie là-dedans, j'y reviendrai dans un instant pour ce que nous pouvons faire. Mais l'ironie, c'est que lorsque je vois, par exemple, les Invictus Games ici au Royaume-Uni, qui sont destinés aux anciens combattants, vous savez, le sponsor sur le bord du terrain, ces hommes vraiment jeunes, beaux, en bonne santé, qui sont partis faire la guerre en Irak et sont revenus sans membres. Et puis, le sponsor des jeux sur le côté, c'est Boeing. Alice is Wembury said the miss. Tu sais, tu dis patate, je dis pomme de terre. Le MIC, le complexe militaro-industriel, joue évidemment un rôle énorme là-dedans. La question clé, à mon avis, c'est quel genre d'Amérique la génération Z est-elle en train d'hériter? Quel genre d'Amérique veut se présenter sur la scène mondiale dans un monde multipolaire, tu vois? Donc, pour revenir à ton point, Pascal, encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je lance simplement l'idée. La compétence de la CIJ s'applique automatiquement aux membres de l'ONU. Étendre la compétence universelle en matière d'agression et d'intervention illégale afin d'avoir ce registre, tu vois, et de le publier. Un organisme devrait le publier et dire, voilà, voici le tableau de bord de ce qui a été reconnu, divulgué, déclassifié. Créer un indice mondial de responsabilité pour suivre et rendre publiques les violations. Transparency International. Moi, je veux une agression internationale. Responsabilité internationale. Accountability International, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, tout ce cadre de justice climatique et de reconstruction. J'ai une proposition. Je dis qu'il nous faut un conflit carbone mondial. Non, une boussole et une tarification mondiale du conflit carbone. Vous savez, quelle est la quantité de carburant d'avion utilisée? La destruction, la mobilisation de 200-400 000 jeunes hommes et femmes américains, les stationner pendant 20 ans, les nourrir, détruire, en tenant compte de la valeur du carbone qui a servi à construire ces villes au départ. Puis la garde côtière et le carburant marin qu'elle utilise, et la désorganisation, et le...
et ensuite la reconstruction de millions de maisons, et le carburant d'aviation et de jet de l'aviation civile qui doit éviter ces espaces aériens. C'est hallucinant. Bien sûr que ça l'est. Et nous sommes là à dire, Pascal, s'il te plaît, n'utilise pas cette bûche de bois sur ton barbecue parce que tu aimais. Et si tu n'éteins pas les lumières avant 20 heures, alors tu es une mauvaise personne, c'est de ta faute. C'est fou, Pascal. Je pense, en tenant compte de votre temps dans le magnifique Japon et de notre session, que tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment. Je veux dire, l'IA peut nous aider à créer un registre ou à simuler les émissions. Si l'IA peut déchiffrer la structure d'une protéine, je suis sûr que, si la volonté existe, nous pouvons mesurer l'impact et simuler les conséquences de certaines de ces interventions, agressions, guerres et changements de régime. Mais plus encore, le plus important, c'est que nous n'avons pas seulement besoin d'intelligence artificielle. Nous avons besoin de sagesse authentique, car sans elle, tout le reste est hors de portée. Et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, les astronautes américains étaient bloqués et Elon Musk a dû intervenir, en l'absence d'un accès russe à la Station spatiale internationale, pour les ramener. Cela me rappelle que nous sommes des êtres humains terrestres. Même ceux qui vont dans l'espace veulent revenir. Nous ferions donc mieux d'apprendre à coexister et à vivre ensemble. Je vais briser le mythe selon lequel c'est Martin Luther King qui a dit cela. En réalité, c'était Theodore Parker, qui au XIXe siècle, dans un sermon, a dit quelque chose comme « Je ne prétends pas comprendre l'univers moral. Son arc est long. Mon regard ne porte pas bien loin. Je ne peux pas calculer la courbe, ni achever la figure par l'expérience de la vue. Je peux la deviner par la conscience. Et d'après ce que je vois, je suis sûr qu'elle penche vers la justice. » Mon espoir, c'est que nous allions dans ce sens. Je n'ai pas la réponse à cela. Oui, non, tu as raison. Et je suis content que tu aies abordé ce sujet. Tout le sujet, en fait. Parce que la question, pour moi, ne concerne pas les intentions de toi, de moi ou des autres. Je sais que 99,9% des gens seraient d'accord pour dire que nous devrions avoir une sorte de système de responsabilité, établir des scores, et ainsi de suite. La question est de savoir comment les construire, car, comme il l'a justement dit, nous ne formons qu'une seule planète, 1 milliard de personnes, dérivant simplement dans l'espace. Mais le problème, c'est que nous dérivons avec ce que nous avons déjà. Donc, c'est pas comme si nous pouvions repartir d'une page blanche, et nous ne pouvons pas espérer que Dieu, les extraterrestres ou l'IA nous apportent soudainement le système dont nous avons besoin. Nous sommes pris dans le système que nous avons. La question est, comment pouvons-nous ajuster le système actuel pour en obtenir un meilleur? Je pense que vous avez mis le doigt sur le fait qu'il existe déjà un système en place. Il fonctionne à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Il ne fonctionne pas à l'échelle internationale. Alors, quelle est l'idée brillante? Quelle est la chose dont nous avons besoin pour les relier et les faire fonctionner ensemble? Eh bien, évidemment, aucun de nous ne le sait, mais si quelqu'un là dehors a la réponse, qu'il nous envoie un email. Quel est le mécanisme? Comment créons-nous ce mécanisme? Je pense que certaines des meilleures personnes pour répondre à cela, ou pour développer l'homme de paille que toi et moi avons essayé de construire à partir de ces 2 essais, sont les juristes aux États-Unis. Et dire que tous les habitants des États-Unis soutiennent ou sont en accord avec, ou tu sais, approuvent ou confirment les politiques de leur gouvernement, ce serait naïf. Il y a là-bas beaucoup d'esprits brillants. Ils connaissent mieux leur système juridique. Nous l'avons vu, tu sais, de l'affaire du Watergate, à d'autres cas aux États-Unis, ainsi qu'avec l'industrie du tabac. Quand on veut, on peut. Comme je l'ai dit,
Ce n'est pas notre rôle de dire « ça a toujours été comme ça, donc ça doit continuer ainsi ». Et ce n'est pas non plus notre rôle de dire « voici une baguette magique ». Notre rôle, c'est d'avoir les conversations, les dialogues, et de reconnaître qu'il existe un problème mondial collectif de santé mentale, et que nous ne pouvons pas être économes à court terme et imprudents à long terme lorsqu'il s'agit de notre position morale. Être préoccupé par les microagressions tout en étant désinvolte face aux macroagressions. Voilà mon avis. Oui, non, ça ne devrait pas être comme ça. Malheureusement, ça l'est, mais ça ne devrait pas. Donc encore une fois, la question est de savoir comment y remédier. Mais Ali, merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. Merci d'avoir mis le doigt sur ce problème qui... Nos sociétés, surtout en Occident, comportent ces éléments contradictoires, très contradictoires, hypocrites en réalité. Les personnes qui souhaitent te retrouver devraient aller sur ton Substack Future Early. Où peuvent-elles te trouver ailleurs? What other places are there to find you? aliborhani.com. Et si l'un de ces sujets vous intéresse, je pense que nous vivons une époque où les entreprises mondiales sont un peu désorientées face à un monde fragmenté, un monde multipolaire, peu importe comment on le décrit. Il y a donc des leçons à tirer pour comprendre ce qui va arriver à notre communauté et aux entreprises également. Donc heureux de merci d'en avoir parlé, Pascal. Et bien sûr, nous serions ravis d'écouter davantage de vos dialogues et l'excellent travail que vous accomplissez à Neutrality Studies. Mais oui, si le président Trump estime devoir poursuivre la BBC pour un extrait mal monté, alors le monde devrait se sentir obligé d'envisager une action collective pour toutes les injustices, pour un monde meilleur. Où est la réponse? Je ne sais pas, mais continuons la conversation. Merci beaucoup pour cela, Ali Borhani. Je mettrai les liens dans la description. Passez une très bonne nuit. Au revoir.